à la fin, je me suis vraiment dit, moi, je veux laisser à mes enfants quelle organisation dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux laisser à la société? Puis qu'est-ce que je veux laisser à mon industrie? Et c'est là que vraiment, j'ai dit, OK, là, j'ai le courage de peut-être commencer à faire la transition écologique que je voulais faire. J'avais suivi plein de formations, des conférences. Puis tout le monde disait, faut y aller, il faut foncer. Mais ça prend quand même un peu plus d'audace. Peut-être que j'en avais préalablement. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de dire que j'avais bâti l'équipe pour me supporter. J'étais prête à ça. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invitée aujourd'hui, Catherine Pinard de l'entreprise Nationex. Bienvenue, Catherine. Merci. Toujours à mes côtés, mon associé et mon co-animateur, Normand Chadwick. Bonjour. Bienvenue, Normand. Bonjour. Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des gens d'affaires comme Catherine. Alors, tout le monde a des agendas bien chargés. C'est vraiment le fun d'être ici. Catherine, on a hâte de découvrir tout ton parcours. On va commencer par faire une petite partie de ta bio. Alors, Catherine, tu es propriétaire unique et chef d'une entreprise québécoise de livraison de colis du nom de Nationex, qui emploie directement ou via des sous-traitants plus de 550 personnes. Nationex compte aujourd'hui une flotte de 350 camions, dont 90 électriques, qui livrent au-delà de 10 millions de colis partout à travers le Canada. Ton leadership est reconnu pour être inspirant et collaboratif. Et puis ta vision pour Nationex, c'est être le leader de la livraison durable en offrant des solutions innovantes pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. C'est très beau. Très rapidement, l'entreprise fondée en 1980 par ton père Normand. En 88, Nationex Québec. En 96, Nationex Toronto. Et c'est en 2015 que Catherine Pinard, la fille du fondateur, donc la fille de Normand, c'est là que tu es devenue la PDG de Nationex. Tu travaillais déjà là, on va entendre parler de ça un peu tantôt. Et en 2020, vous avez célébré vos 40 ans d'histoire. Félicitations. Bien, merci, une belle histoire de famille. Une belle histoire de famille. Comme c'est une histoire de famille, ça nous intéresse de parler un peu de l'héritage familial. Donc, on va reculer à quelque part en 2015 ou même avant, quand ton père prend la décision de te transférer l'entreprise. Comment ça s'est passé, cette transition-là, à l'époque? Je qualifierais de ça de tout en douceur. En fait, je suis arrivée chez Nationex en 2008. Moi, j'avais un bagage juridique. J'avais fait mon droit, j'étais allée au HEC. Quand j'étais petite, je ne pensais pas prendre la relève de l'entreprise familiale. En fait, je pense que dans mes yeux de jeune personne qui était étudiante à l'époque, je ne me voyais pas livrer des colis et je pensais que c'était ça qui m'était dédié si je rentrais dans l'entreprise. Donc, le transport n'était pas très sexy, donc c'est pas nécessairement ce que j'envisageais de faire. Ceci étant, j'ai eu... c'est vraiment une histoire, une raison familiale qui a fait que je me suis retrouvée chez Nationex. J'ai eu un premier enfant à la fin de mes études en droit. Et ensuite de ça, un deuxième. Puis là, j'avais fait 5 ans en cabinet. Puis je m'étais dit, c'est peut-être pas ça que je veux côté famille. Là, tu sais, c'est quand même un monde qui est particulier puis qui demande beaucoup d'heures. J'avais adoré mon expérience, mais je me re-questionnais un peu. Puis là, je m'étais dit, je vais prendre quelques années un peu à temps partiel pour essayer de prendre plus de temps avec la famille. Bref, mon père me dit, viens-t'en chez Nationex, notre avocat vient de partir, j'ai un poste de directeur juridique, c'est ouvert. Puis tu pourras le faire 3 jours par semaine. Je suis parfait. Je pense que lui voyait déjà le potentiel que moi, je voyais pas. Et là, donc, je suis rentrée chez Nationex donc, en 2008 à titre de directrice juridique. Donc, j'ai pas fait le classique dans les entreprises familiales, souvent qu'on passe à travers toutes les étapes, puis finalement, on se rend à la direction. Moi, je suis rentrée comme directrice juridique. Et j'ai finalement réalisé que ce que je faisais, le colis, c'était très secondaire dans la gestion d'une entreprise. Aujourd'hui, je pourrais dire que gérer une entreprise, c'est en gérer plusieurs. Peu importe le style, ça revient quand même toujours à de la gestion humaine puis de la gestion de croissance. Fait que ce que j'ai appris au cours des années qui ont suivi. Et en 2014, mon père m'a demandé de prendre la relève. Il commençait peut-être à prendre un peu plus de temps pour lui. Et là, j'ai dit non. J'ai dit, il y a plein de monde qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, puis je ne peux pas prendre ce poste-là tout de suite. Bref, 1 an plus tard, on a finalement fait la transition. Je pense que ce qu'il voyait, c'est peut-être le renouveau, justement, que moi, je voyais pas. Lui, il voyait peut-être en moi quelque chose de renouveau, de structurant qui arrivait d'une organisation plus structurée. Je pense que c'est ça qui a fait que je me suis retrouvée là. Puis la raison pour laquelle j'ai accepté à ce moment-là, c'est que
sans penser que j'étais la meilleure pour le poste, j'avais vraiment le cœur de faire grandir l'organisation puis de la soutenir. Puis elle me tenait à cœur. J'ai quand même grandi avec cette organisation-là tous les week-ends de ma jeunesse. Là. On était quand même beaucoup sur place. Nationex s'est bâti, ils étaient 5 actionnaires, dont mes 2 parents. Donc, effectivement, tout le monde travaillait dans l'organisation quand j'étais petite. Donc, j'en ai entendu parler beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc, voilà la petite histoire pour me rendre en 2015 jusqu'à la présidence. Mais là, attends un peu. Il y a déjà eu 5 actionnaires là-dedans. Au moment où ton père t'a transmis ça, est-ce qu'il avait déjà racheté une partie des autres actionnaires ou ça s'est fait vraiment de 5 à 1 puis que tu étais la seule relève identifiée? En fait, en 2015, ils ont toujours été les mêmes actionnaires dès le départ. Puis là, c'est du love money qu'il y avait quand ils ont commencé. Donc, papa, maman. Puis bref, se sont retrouvés 5 parce que, bon, tout le monde a mis une petite part de sa vie dans l'organisation. Mon père travaillait ailleurs, travaillait de soir chez Nationex pour essayer de bâtir. On avait 2 camions à l'époque, un entrepôt tout petit. Fait qu'on était vraiment dans quelque chose de très... qui pouvait grandir encore pas mal. Ouais. C'était une autre époque. Aujourd'hui, on est rendu avec une croissance un peu plus élevée. Puis même en 2015, on était déjà rendu beaucoup plus structuré. Donc, la question, c'était... Bien, parce quand tu racontais l'histoire, moi, j'avais lu seulement, ton père était le fondateur, puis ça passe à toi. Mais là, tu me parlais de 5 autres actionnaires, et je me disais, y avait-tu d'autres relèves potentielles, des cousins, cousines ou des personnes clés peut-être, à l'époque, mais c'est tout tombé entre tes mains finalement, là. Exact. Je pense que non, il n'y avait peut-être pas d'appétit dans les enfants des autres actionnaires pour prendre la relève de l'organisation. Puis moi, rendu là, ça faisait quelques années que j'étais là et ça m'excitait pas mal. Là, j'étais rendue vraiment plus excitée que quand j'étais rentrée quelques années au précédent. Puis mon 3 jours semaine s'est vite transformé en du temps plein parce que, tu sais, quand on aime ce qu'on fait, c'est ça qui arrive. Donc, on était 5 et mon père est décédé 3 mois après qu'on ait fait le transfert de présidence. Il est décédé subitement. Donc ça a été vraiment un gros... Dans l'histoire de Nationex, quelque chose qui a été quand même assez majeur. Pour moi, évidemment, parce que moi, j'étais en deuil, mais j'étais aussi pour l'organisation, parce que, tu sais, une entreprise comme celle-là, ça a grandi avec les gens, ça a grandi avec lui. Donc, on a eu à vivre ce deuil-là, tout le monde ensemble, quelques mois plus tard. Et donc, il restait 4 actionnaires et moi, qui étaient rendus dans l'actionnariat par défaut. Moi, je suis enfant unique, là, ouais, exact. Et donc, en 2018, j'ai fait le rachat des autres actionnaires. En fait, la raison pour laquelle je les ai rachetés, c'est à leur demande. Eux, ils m'ont dit, Catherine, quand mon père est décédé, ils ont dit, tu sais, c'était lui le visionnaire. Nous, on va être là, on va t'accompagner, on va t'aider, mais si toi, tu le prends pas, nous autres, on poursuit pas l'aventure, là. Donc, pour moi, c'était clair qu'il fallait que je reprenne ça. Puis là, le rachat, c'était plus une question qu'ils étaient rendus près de à avoir du temps pour eux, puis moi, j'étais en bas de croissance. Moi, je voulais investir vraiment beaucoup parce que je voyais le potentiel de l'organisation. Alors, en 2018, c'est là que je suis devenue propriétaire unique. Donc, ton père, quand il a quitté, il t'avait déjà vendu ses actions? Il y avait encore une balance d'actions? Ou... Mon père, quand il est décédé, j'ai hérité. Mais moi, avant ça, j'étais présidente, mais je n'étais pas actionnaire. Donc, quand on a fait la présidence, tu sais, c'est 2 choses. On n'avait pas le même chapeau, là. J'étais de PDG de l'organisation, mais je n'étais pas actionnaire en 2015 quand on a fait le transfert. Parce que tu as touché quand même un point important. Je veux dire, tu es rendu chef d'une entreprise. Tu as un deuil à vivre quand même. C'est une figure importante, là, c'est ton père. Puis, comment ça s'est passé, tout ça? Comment tu as vécu ça, de concilier le fait que tu as des responsabilités quand même assez importantes au sein de l'entreprise, tu as un deuil à vivre, toi-même, tu as ta propre vie, tu as tes enfants qui étaient leur grand-père, est-ce qu'il y avait une convention d'actionnaire? Je veux dire, comment tout ça, ça s'est passé là, en pratique, là? En pratique, il n'y avait pas de convention d'actionnaire. Ça n'a jamais été un enjeu. Honnêtement, c'est des gens qui se sont toujours bien entendus malgré l'évolution, tout ça. Puis je dis ça, puis mes parents se sont séparés. Donc, ils se sont bien... Business, ils se sont toujours bien entendus. Puis ça a toujours été mon père qui était le président, qui avait la vision. Puis il n'y a jamais eu d'enjeu sur cette partie-là. Donc, il n'y a pas eu de chicane même à son décès. Donc, au niveau du deuil, effectivement, il y avait le deuil de la fille qui perd son papa et il y avait le deuil de l'organisation qui perd son visionnaire, son fondateur, leader, mais oui. Exact. Donc, ça, c'est... Puis là, je me souviens encore, vous parlez de ça, puis je me souviens encore du moment où... Moi, mon père est décédé subitement, donc je suis appelée, je m'en vais à l'hôpital et là, je sais qu'il est décédé. Et je reviens à la maison, mes enfants, toute la chose. Là. Puis là, dans la nuit, je rédige déjà
un mémo pour mes employés parce que je veux pas qu'ils l'apprennent autrement. Je veux pas qu'ils l'apprennent de la bouche de quelqu'un d'autre que moi. Donc, je suis déjà en train de rédiger pendant cette nuit-là de deuil, de dire, bon, on va poursuivre ensemble ce qu'il a bâti. Il fallait que j'aie le message plus positif que, oui, la tristesse, évidemment, mais le message quand même de... Puis je l'ai vraiment pris au sérieux. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais laisser tomber une organisation dans laquelle il a mis tant d'énergie. Fait que c'est dans ce contexte-là aussi que je me suis poussée encore plus à essayer de faire que l'organisation perdure dans le temps et prenne sa place. Ça serait quoi peut-être le plus beau conseil que ton père a eu la chance de te donner dans les années qui ont précédé la transition? Je pense qu'il m'a donné la confiance que j'avais pas. Fait que peut-être que, de me faire confiance, en me mettant en position. Puis aujourd'hui, je suis quand même contente que ce soit lui qui m'ait donné la barre de l'organisation avant son décès. Parce que ça n'aurait pas été le même message pour moi de dire je deviens présidente parce qu'il est décédé. Là, je devenais présidente parce que, bon, on avait fait ce choix-là puis on pensait que c'était le meilleur pour l'organisation. Donc, dans les deux cas, c'était son choix à lui. Puis je suis très contente de ça, que ce soit pas après son décès qu'on ait fait il a eu la chance de me le dire, dans le fond. Là. On a souvent, dans les organisations familiales, des fois, c'est le non qui nous pousse à prendre notre place. Ça a l'envers de la médaille, que ça vient avec une certaine pression de le tenir, ce nom-là. Fait, je suis très contente que ce soit lui qui me l'ait donné avant de quitter, dans le fond. Tout à fait, tout à fait. Très inspirant. On va passer à une prochaine section de l'entrevue qui est autour de l'innovation puis toutes les stratégies environnementales, l'impact environnemental. Vous avez travaillé beaucoup sur l'électrification de votre flotte de véhicules. Vous êtes en pleine transition là-dedans. On l'a dit tantôt, vous avez à peu près 300 véhicules sur la route, 350, dont 90 électrifiés. Comment ça se passe à date? Puis, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Bien, la partie, toute l'implantation de tout ce qui est développement durable chez Nationex, c'est vraiment récent dans notre histoire. On a fêté il y a 1 an. Hier, c'est-à-dire notre 1 an d'électrification. Donc, nos premiers camions sont arrivés chez nous il y a à peine 1 an. Mais ce processus mental-là a débuté il y a quelques temps quand même, parce que, c'est pas du jour au lendemain qu'on décide de faire cette transition-là. Et moi, l'une des choses qui m'embêtait avec notre organisation, c'est le fait que je suis dans le domaine du transport puis que c'est l'industrie la plus polluante qu'il y a. Ça a toujours été un petit peu le point qui me dérangeait de notre organisation. Puis là, je me disais, comment je suis capable d'amener ça puis essayer de faire quelque chose de mieux? La petite histoire nous ramène peut-être il y a 5 ans en arrière. En 2019, j'ai eu un diagnostic de cancer et j'ai dû quitter mon organisation pour quelques mois, pratiquement 1 an. Et la raison pour laquelle je vous le dis, c'est parce que ça a commencé à germer qu'est-ce que je vais laisser après? Parce que, il y a comme une urgence de vivre quand tu as un diagnostic où tu dis, OK, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, dans cette optique-là, je m'étais re-questionnée sur le après. Et dans les années qui ont suivi, puis là, moi, je suis revenue, ça s'est fait en 2019, 2020, la COVID est arrivée. Bref, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Et on a mis beaucoup l'emphase chez Nationex sur l'humain derrière l'organisation. Donc, à mon retour, après un peu la COVID, on s'est re-questionné pourquoi on avait beaucoup de départs chez nous. C'est un taux de roulement quand même important. C'est une industrie où le taux de roulement est relativement élevé parce qu'on a beaucoup de manutentionnaires, donc des gens qui sont dans l'entrepôt. C'est pas facile, leur métier est vraiment difficile. Donc, mais c'était pas une raison pour dire on accepte ça, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On avait fait tout un grand diagnostic chez Nationex avec une firme externe qui avait rencontré chacun des employés. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous restez? Pourquoi vous quittez? Pour qui quitter? Bon, bref, diagnostic complet. Et l'un des points qui était ressorti, c'est justement la relation avec le gestionnaire. Donc, on a mis en place un programme qu'on a appelé Gestionex, un programme qu'on a appelé Gestionex qui a perduré dans le temps puis qui est encore là aujourd'hui. Et à tous les ans, on a une nouvelle phase de ce programme-là. Et ce qu'il a fait, c'est que dans ce programme-là, moi, comme le dernier chef d'équipe en bas, on a passé tous par le même processus. Et l'un de ces processus-là, je pense la 2e ou la 3e année, a été évaluation 360, apprendre à mieux se connaître, dans le fond, puis développer notre propre connaissance de soi. Et dans ce processus-là, moi, il y avait la vision qui était sortie. Bon, Catherine, c'est une bonne leader, on aime ça la suite. Non, mais notre vision de où on veut s'en aller, c'est pas si clair. Alors, moi, je me suis re-questionnée, je reviens à mon passé. Bon, fait que tout ce processus-là mental de dire, OK, je veux vraiment ma vision, c'est quoi? Puis dans ce contexte-là,
psychologue industriel qui m'accompagnait m'avait dit, ça va venir avec tes valeurs. Tu sais, j'ai dit, tu sais, je livre des colis. À un moment donné, mes valeurs, je sais pas trop ce que ça va faire ressortir, mais il avait quand même raison parce que à la fin, je me suis vraiment dit, moi, je veux laisser à mes enfants quelle organisation dans 10 ans? Qu'est-ce que je veux laisser à la société? Puis qu'est-ce que je veux laisser à mon industrie? Et c'est là que vraiment, j'ai dit, OK, là, j'ai le courage de peut-être commencer à faire la transition écologique que je voulais faire. J'avais suivi plein de formations, des conférences. Puis tout le monde disait, faut y aller, faut foncer. Mais ça prend quand même un peu plus d'audace. Peut-être que j'en avais préalablement. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de dire que j'avais bâti l'équipe pour me supporter. J'étais prête à ça. Parce que dans la transition, effectivement, du fait qu'on est malade, on bâtit plus une équipe autour de soi pour s'assurer que si on n'est plus là un jour, l'entreprise continue à performer quand même. Donc, bref, tout ce processus-là mental pour arriver à dire, là, aujourd'hui, on a fait une transition écologique. Est-ce que, justement, la maladie, cet événement-là, t'a donné une espèce d'éveil sur ton rôle en tant que leader, puis en tant que, plusieurs rôles, là. Maman aussi, puis leader dans l'entreprise, leader dans ton industrie, responsabilité envers les employés, la pérennité de l'entreprise. Il semble que ça a été un événement déclencheur quand même assez important. Oui, c'est effectivement un événement déclencheur parce que dans ce processus-là, évidemment, on se retrouve à se re-questionner sur toutes les facettes de notre vie. S'assurer qu'on a fait les bons choix, puis que ce sont les bons choix pour ce qu'on veut vivre pour la suite, là. Il reste une deuxième partie après, on dit qu'on espère quand on est dans le processus. Et là, donc oui, effectivement, du côté de famille, nous, on a 4 enfants à la maison. Enfin, c'est aussi de dire, à mes enfants, comment ça va se passer la suite? Et de dire, la marque que je veux laisser, c'est pas le nombre de colis que je vais livrer, c'est l'impact que je vais avoir eu sur les gens. Fait que c'est beaucoup ça aussi. Fait que, pour moi, l'impact, ça va passer par un paquet d'aspects. Effectivement, le fait que mes employés soient bien quand ils viennent travailler. Donc, on a commencé cette partie-là. Puis le fait que, on peut se dire que, on fait quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, Donc, donne-nous un exemple comment un employé qui est chez Nacenex va se sentir mieux. Il trouve l'environnement pour être différent de tes compétiteurs, par exemple. Nous, on a vraiment misé sur nos gestionnaires. Fait qu'on a beaucoup outillé nos gestionnaires à dire la façon de gérer, je suis dans une industrie traditionnelle, la façon de gérer il y a 20 ans, ce n'est plus celle de 2021 quand on a commencé le processus, et encore plus aujourd'hui. Mais il faut gérer, il y a plus de connexions à créer avec les employés. Il faut comprendre, il faut savoir, il faut s'intéresser à eux. On n'est plus dans tu fais telle affaire. Il y a beaucoup le pourquoi qui revient tout le temps, le fameux why dont on parle, mais c'est effectivement un peu ça. Puis nous, on s'est dit qu'au-delà de l'organisation puis de la vision de l'organisation, la première personne pour qui tu travailles, c'est la personne qui est devant toi tous les jours. Il faut que cette personne-là soit outillée pour être capable de t'accompagner, t'aider. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de connexion, énormément. Et là, on s'est retrouvé un peu avec l'envers de la médaille. On s'est occupé de notre monde vraiment beaucoup, mais peut-être qu'on avait comme négligé un peu l'aspect performance. Mais là, on était dans la COVID, il manquait des employés. À un moment donné, il a fallu venir rattacher tout ça. Puis nous, on fait genre les 2 cercles, là. Puis on se dit que nous, on devait être au milieu, là, entre la connexion puis la performance. Donc, moi, je vais prendre soin de toi si toi, tu prends soin de l'organisation. C'est un peu ça. Oui, exact. Fait qu'on on a vécu les 2 sphères à trop vouloir passer. Mais je pense que, puis je pense que ça fait partie un peu de l'apprentissage, ça aussi, de dire où est-ce qu'on trouve notre sweet spot. Oui. Je vais revenir un petit peu sur la question de l'électrification de ta flotte. Tu le mentionnes, c'est né un peu de qu'est-ce que je veux laisser par après. Mais est-ce que, on regarde ça très terre à terre, je suis sûr que c'est une question que les entrepreneurs vont se poser. Ça marche-tu économiquement? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que j'espère bien. Mais oui, convaincue. Oui, je suis convaincue. C'est juste que là, c'est ça qu'on a tellement fait d'investissement parce que transformer une flotte comme là, on a peut-être 400 camions sur la route, dont à peu près 90, 20 à 25 qui sont... Mais en un an, on a fait cette transition-là. Donc, on a ajouté des camions, on a transformé, on a enlevé des camions à essence, on a ajouté des camions électriques. Bref, il y a tellement eu de remue-ménage. Oui, puis d'investissement. Parce que là, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, je suis arrivée à mon équipe puis j'ai dit, bon, là, j'ai 40 camions
Je les ai achetés. C'est maintenant que ça se passe. Il faut les mettre sur la route. On les reçoit dans 3 mois. Let's go. Ça, c'est en sortant du lit d'hôpital, ça va être ça, right? Non. On est en 2023, là. Okay. En mai 2023, avril 2023, j'ai commandé les camions, puis j'ai dit, on part. Et là, ben, ce qu'on avait, on n'avait pas une stratégie complètement ficelée sur la façon dont on était pour le faire. On le fait vraiment avec notre cœur. On le fait en se disant c'est la bonne chose à faire. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais au niveau, est-ce que c'est rentable? Je dirais que les premiers mois, et en fait les premières années, je ne sais pas si ce sera tant rentable. C'est sûr que oui, quand tu le mets dans tes états financiers, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en va dans l'immobilisation, mais quand même, il faut y croire pour se dire qu'il y a des clients qui vont nous suivre davantage, puis que la business va se développer davantage, puis que si on le fait pas, ça va coûter quelque chose un jour. Fait que ça, c'est vraiment l'enjeu. Mais tu sais, j'ai mis 40 camions sur la route, mettons, dans les premiers mois. Mais là, j'avais pas assez d'infrastructures de recharge. On n'était pas prêts. Fait que pendant tout cet été-là, avant de recevoir les camions, là, on commence à réaliser qu'il y a beaucoup plus que des camions, là. Il y a plein d'autres choses. Il faut faire un bilan carbone. On a un paquet de choses qui effectivement, on l'avait quand même un peu organisé, là. Mais il y avait beaucoup d'étapes, énormément d'étapes. C'est là que je reviens toujours à dire, si j'avais pas eu l'équipe que j'ai là, jamais j'aurais été capable de faire ça. 5 ans avant, j'étais pas capable de faire ça. Puis de cette année-là, en 1 an, on a fait plus que ce que j'aurais pensé faire en 3, 4, 5 ans, il y a pas si longtemps, là. Mais économiquement, c'est viable. On a beaucoup d'aide du gouvernement quand même dans la transition écologique. Ça donne un coup de main. Et puis, c'est surtout que on a accès à une gamme de clientèle qu'on n'avait pas accès autrefois. Fait que ça, mettons qu'on essaie de se dire, il n'y a pas juste les dépenses, il faut penser aux revenus qui sont rattachés à tout ça, mais les revenus vont être de plus en plus intéressants parce que là, nos clients à nous, c'est des entreprises canadiennes essentiellement. Mais là, on va se retrouver avec des entreprises de l'international qui ont des cibles de diminution de gaz à effet de serre à atteindre. Donc, ils sont mandatés, les équipes d'opération, pour diminuer leur empreinte écologique. Et nous, on devient une solution très intéressante au Canada pour le faire. Donc, ça devient une masse de clientèle que j'avais pas tant avant. Puis aujourd'hui, c'est vraiment super intéressant. Donc, on se retrouve avec des clients qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est bien. Est-ce que la modélisation, on appelle ça la modélisation de tout l'ensemble électrique, est complètement ficelée? Je dirais que non. Je ne peux pas dire qu'un sur l'autre, ça fonctionne parfaitement. J'ai des camions cette semaine qui sont rentrés, des tracteurs qui vont faire un corridor vert entre Montréal et Québec. Et donc, on va être capable de rattacher les 2 villes. Puis là, on est ceux qui vont le tester au Québec. Ça va-tu fonctionner? Ça va-tu pas fonctionner? C'est sûr que ça va fonctionner. La question, c'est à quel prix ça va fonctionner? Parce que dans le fond, là, en ce moment, nous, on se rend, on revient, on fait ça une dizaine de fois par soir. Mais là, je suis obligée d'avoir un camion, il faut qu'il s'arrête là-bas, il faut qu'il charge, il faut qu'il revienne. En tout cas, il y a tout un enjeu logistique qui est vraiment plus complexe. Puis nous, on est à la minute près dans mon industrie, là. Je veux dire, on reçoit des colis, je reçois 40 000 colis aujourd'hui, je les trie tous, je les envoie partout dans mon réseau et demain, je les livre. Je fais du 24 heures. C'est ça notre marché. C'est livraison le lendemain. Donc, ça part à Chicoutimi, ça part dans Gaspé, ça s'en va en Ontario. Donc, à un moment donné, la porte se ferme. J'ai pas le temps de charger. Fait que tout ça, là, intégrer toutes ces variables-là dans notre logistique quotidienne, c'est quand même tout un défi. Au niveau du last mile, ce qu'on appelle, le dernier kilomètre, c'est ce qu'on fait. Donc, la livraison finale, nous, c'est ça le gros de notre business. Mais là, c'est facile parce que les camions électriques, ils font le bon nombre de kilomètres. On prévoit nos routes en conséquence. Mettons que c'est des camions qui ont 400 km d'autonomie. On prévoit qu'ils vont faire à peu près 200 km dans une journée. C'est parfait, là. Il n'y a aucun enjeu au niveau de la livraison. C'est tous les autres aspects qui viennent s'ajouter qui peuvent complexifier un peu la chose. Alors, la réponse courte, c'est je peux pas dire maintenant à quel point c'est rentable. Je peux dire que je suis convaincue que ça l'est. Parce qu'il y a aussi l'essence coûte un certain tarif aussi. On sait qu'avec l'essence va continuer à augmenter. Les tarifs d'électricité potentiellement aussi. Mais à moins, je pense que ça va être moins, il va y avoir un moins grand écart. Il y a une autre chose que je trouvais intéressante, parce que quand tu as commencé à nous parler de ta culture d'entreprise à l'intérieur de la question de l'électrification, j'imagine que les employés ont dû voir ça aussi comme de faire partie d'un mouvement, de faire partie d'une entreprise qui s'intéresse au futur, qui s'intéresse aux générations futures, qui s'intéresse à moins polluer, à prendre soin de l'environnement. Fait qu'il y a dû avoir des impacts collatéraux intéressants aussi avec l'équipe, peut-être? Vraiment plus que j'aurais pensé, ça aussi. C'est vraiment au niveau de l'engagement du personnel. C'est vraiment valorisant que de travailler pour quelque chose qui est
qui est pour demain, quelque chose qui transforme, quelque chose qui fait évoluer une industrie. Nous, on se dit aujourd'hui qu'on veut être le leader de la livraison durable. C'est des gros termes, c'est des termes qui sont intéressants, puis c'est des termes qui sont rassembleurs pour des employés. Moi, je dis pas que je veux plus polluer, je dis que je veux moins polluer. C'est quand même, dans la nouvelle génération qu'on est, c'est quand même... C'est un discours intéressant. Là, Exact. Dans un choix d'employeur... Mais on a eu quand même une gestion de changement à faire vivre parce que là, moi, je suis quand même des chauffeurs qui ont toujours conduit un camion à essence. Là. Puis ça, c'est rassurant de dire, moi, j'ai mon camion, je sais comment il fonctionne. Puis là, si tu m'amènes quelque chose, je vais-tu me retrouver coincé quelque part? Mais c'est la même chose que quand on se retrouve avec des véhicules électriques, les nouveaux véhicules électriques pour tout le monde. Là. Ouais. Il y a toujours une petite crainte de dire, OK, vas-tu passer la journée, ce camion-là? Faut-tu que je le charge? Comment ça va se passer? Mais c'est la même chose avec le camion et le camion électrique. Mais c'est sûr que c'est une nouvelle bébelle. Après quelques temps, tu t'habitues très, très vite parce que là, tu as des beaux... c'est comme des iPads, dans le fond. Là. Ouais. C'est comme un écran, là, pareil comme sur les modèles qu'on a plus récents. Avant, c'était un camion, puis là, tu avais les cadrans réguliers, mais là, tu peux avoir ta musique. Puis ça. Fait que, rapidement, finalement, ça devient intéressant, mais c'est quand même ça aussi. Là, il faut y aller tranquillement, il faut bien le faire. On a fait des capsules, on a essayé d'accompagner nos gens, mais des fois, on allait trop vite. Mais c'est sûr que 90 camions, à un moment donné, il y en a qui ils se sentent un peu bousculés, mais il fallait qu'on aille vite parce que si on veut déployer rapidement puis continuer à être en avant de la parade, il faut le faire rapidement. Il faut peser sur le gaz, mais peser sur le gaz électrique. La pandémie, la fameuse pandémie, comment ça vous a affecté ou propulsé ou pour certaines entreprises, ça a été quelque chose de positif? Pour vous, je ne sais pas, comment ça s'est passé pour vous? Je dirais que dans notre industrie en général, ça a été plutôt positif parce que les gens se sont retrouvés à commander en ligne. Donc, vous avez tous probablement appris à consommer en ligne beaucoup plus qu'avant. Oui, puis aujourd'hui, ça s'est maintenu pas mal. Mais au départ, c'est quand même quelque chose de nouveau. On avait commencé cette transition-là, puis là, nous, on appelle B2B, le business to business. C'était ça, 100% de ma business. 95%, c'était ça. Fait qu'on avait un petit 5% qui était la livraison au consommateur final. Et là, aujourd'hui, on est peut-être à encore 70-30. Fait qu'on a encore une grosse partie de notre business qui reste la livraison dans des organisations. Ça veut dire, maintenant, on va prendre... Mettons qu'on y va dans le domaine du vêtement, on va aller chercher dans le centre de distribution, on va remplir les magasins. Oui. Mais on va aussi faire de la livraison à domicile pour vous qui commandez en ligne. Fait que dans le fond, on est rendu avec les deux. Fait que ça s'est beaucoup transformé au niveau du modèle d'affaires. Parce que le consommateur final, il est assoiffé d'informations et il veut savoir où son collier à toute heure du jour et de la nuit. Des fois, j'ai l'impression que je livre des cœurs vivants parce que ça... Les gens, tu sais, j'ai pas mon collier, on dirait que c'est comme toujours la fin du monde, mais c'est vrai qu'on est comme ça, puis je suis comme ça comme consommatrice, je le comprends très bien, mais on veut savoir, tu sais, où sont rendues nos affaires. Alors que celui qui attend dans un bureau son papier pour son imprimante, il n'est pas pressé. Là. Il n'y a pas besoin de savoir qu'elle va arriver le matin à 10 h ou qu'elle va arriver à 3 h l'après-midi. C'est pas important. Aujourd'hui, tu vas être chez vous quand ton colis arrive. Il y a tout un enjeu d'information puis de tracking qu'on veut avoir de plus en plus. Donc ça a changé beaucoup notre industrie dans la COVID. Et donc, puis ça a aussi propulsé l'industrie en général. Il y a eu... Comme nous, on suit les cycles économiques, mais là, le cycle économique a baissé par la suite. Mais la proportion est restée relativement la même quand même. Un peu plus de gens qui vont se déplacer maintenant dans les... C'est sûr que là, dans la COVID, c'est COVID, on ne se déplaçait pas du tout. Mais après ça s'est relativement vite restabilisé. Puis là, on reste à peu près dans les mêmes eaux qu'on était il y a 4 ans maintenant, 3-4 ans. La différence a été beaucoup au niveau du personnel. Ça a été vraiment difficile. Pénurie de main-d'œuvre, à l'époque, on en parlait vraiment beaucoup. Aujourd'hui, ça aussi, ça se restabilise. Je pense que la pénurie de main-d'œuvre, aujourd'hui, on parle plus tant de pénurie de main-d'œuvre, on parle en termes de requalification de main-d'œuvre, ce qui est ça qui est le plus gros défi du moment, c'est ça. C'est de prendre des gens qui ont été habitués de fonctionner d'une telle façon avec des papiers, puis toutes sortes d'affaires, puis là, leur faire regarder des écrans, puis de l'analyse. C'est la même personne, c'est juste qu'elle a évolué. Il faut qu'elle évolue dans son poste. Et ça, c'est quand même... La requalification devient quand même un enjeu plus important aujourd'hui que la pénurie. Fait que la COVID nous a amené quelque chose amené des bouleversements, mais je pense qu'on était dû pour bouger. Particulièrement dans notre industrie, il fallait qu'on se fasse un peu brasser. Donc, bon, ça a été une opportunité pour ça. Exact.
Toujours dans les domaines des technologies, un peu, tu viens de parler à quel point le consommateur aujourd'hui a besoin de suivre son paquet puis savoir à quelle heure ça va arriver, puis là, ça prend des tracking, tout le kit. Intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose qui a un impact dans ton industrie puis qui est utile peut-être dans ce qu'on vient de pointer là ou dans autre chose, d'autres... Nous, on est dans nos premiers projets d'intelligence artificielle. Il faut dire que la technologie, chez nous, ça a toujours été le nerf de la guerre, toujours super important. Mon père programmait à l'époque lui-même ses affaires. Il a fait le système comptable, il a fait un paquet de choses. Aujourd'hui, on a tout remplacé ça, mais ça reste que ça a toujours été dans notre tête de dire on doit être maître de notre technologie puis notre data. Fait que ça, on a toujours eu cette conscience-là. Fait qu'on a une équipe de programmeurs à l'interne, vraiment. Mais au niveau de l'intelligence artificielle, ça reste quand même pas leur domaine d'activité, l'intelligence artificielle à nos programmeurs. Je veux qu'ils travaillent sur le core de notre business, vraiment le cœur, et non pas sur des projets qui sont un peu en dehors. Tu serais probablement capable d'en faire une partie, mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, on a des projets à l'externe où on se fait accompagner par des firmes spécialisées en intelligence artificielle. Notre premier projet d'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est d'essayer de prévoir le volume qu'on va traiter. Parce que nous, là, c'est vraiment très, très, très cyclique. Ça veut dire, c'est cyclique en termes d'heures où ça rentre dans la journée. C'est cyclique en termes de jours de la semaine. Le vendredi, moi occupé. Le lundi, je vais avoir 40 % de plus de volume. C'est cyclique en fonction des saisons, oui. De la température extérieure. Le monde va commander leurs pneus. Je vais livrer plus de... En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent impacter la demande. Donc, on a un projet qui est en train de... Puis là, on a l'outil, puis il est en train de s'auto-générer sa propre intelligence là, pour essayer de prévoir justement le volume qui va rentrer chez nous. Et pour nous, l'impact est majeur parce que, tu sais, si j'ai le même... Nous, là, mettons, les horaires vont être faits. Tu vas travailler de 5 heures à minuit du soir. Mes colis vont rentrer dans cette période-là. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Là. La vraie vie, c'est que ça peut rentrer on le sait qu'il va en avoir plus à tel moment, moins à tel moment. Fait que tout ce qui est de la flexibilité, puis de mettre les bonnes ressources en termes de... On ramasse chez notre client, on trie dans notre centre de tri, dans nos centres de tri partout. Et ensuite de ça, on va faire la livraison finale. Il faut le bon nombre de camions et tout ça. Fait que nous, on a prévu qu'on était pour avoir quand on va bien maîtriser tout ça, puis après ça, on va pouvoir venir rajouter la technologie quand on aura la bonne information. Puis que il est déjà pas mal intelligent. Le moteur, il commence pas mal à s'auto-gérer par lui-même. Oui, au début, c'est vraiment très loin. Puis là, on se rapproche pas mal de la réalité tous les jours. Donc, plus on va avoir cette intelligence d'affaires-là sur la prévisibilité, plus on va être capable de bien manier nos coûts. Tu sais, nous, tous les coûts sont importants dans notre industrie. On livre des colis, c'est pas des grosses marges. Fait que tout ce qu'on peut aller chercher est important et peut avoir une bonne différence. Donc, voilà. Puis après ça, pour moi, la suite de ça, une fois qu'on aura tout ça, c'est d'être capable d'avoir potentiellement un prix dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction de la demande, je peux-tu réajuster mon prix à Rimouski, à Chicoutimi, dans certains secteurs, dans le centre-ville, tout dépendant de la demande qui s'en vient, de la capacité que je vais avoir de disponible, puis être capable de remplir davantage mes camions. Puis effectivement, là, on se retrouve aujourd'hui avec des camions électriques dont la capacité de charge, là, le poids que je peux mettre dedans est illimité, des camions à essence, des vélos cargo, des tracteurs. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans quoi? Fait que ça, le projet va finir par être capable de me donner davantage de façon de le faire. Je ne vais pas le faire manuellement. Là, c'est sûr que là, on trie par route, puis tout ça, c'est bien fait, mais lequel camion est le mieux placé pour recevoir telle marchandise, ça va être vraiment intéressant. Là. Catherine, je ne sais pas si on va regarder ce segment-là dans l'entrevue, mais les cônes oranges. Je me dis, s'il y en a une qui doit avoir une opinion sur les cônes oranges, il faut que ça soit elle. Mais c'est difficile le transport. Puis qu'il y a des cônes ou qu'il n'y en ait pas, les routes ne sont pas à leur... à leur plein potentiel. Non, exact. Puis on parle des cônes, moi je vous parlerais du tunnel. Oh boy, ouais. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, nous, on est tannés comme personne qui va le prendre de temps en temps, là, de vivre ça. Eux, mes chauffeurs, ils le prennent à tous les jours. C'est sans arrêt. C'est vraiment un enjeu qui n'est pas facile d'être capable de bien manier ça. Puis là, les routes, c'est fermé, ça te refait bouger d'un bord. Le temps perdu, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Puis là, il y a ça, mais il y a toutes les villes aussi qui ont des
Les restrictions d'heures. Oui, des restrictions d'heures au niveau de tout ce qui est chargement de camions. Il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit. Puis je comprends un peu, mais en même temps, les gens veulent le recevoir. Alors, chose, dans le centre-ville, tu ne peux pas bouger de 11 h à 7 h le matin. C'est pas facile, là. Toutes les restrictions qui tournent autour de ça, c'est pas simple. Mais oui, on a une opinion, mais je n'ai pas plus d'opinion que vous en avez. Vous savez que ça, pour nous, c'est pas facile. Puis le problème, c'est souvent la communication entre tous ceux qui font des travaux. Là. Fait que là, des fois, on se fait promener. C'est ça, tu n'es pas capable de revenir à la maison. Là. Fait que, ça a un impact sur le moral des troupes, ça, sur la modélisation que vous devez faire. Tu parlais tantôt que chaque décision peut avoir un impact quand même sur la profitabilité, j'imagine. C'est monétaire, évidemment. Là, tu tombes dans des heures supplémentaires, le camion il roule plus longtemps, il se rend pas. Il y a aussi un enjeu comme, tu sais, nous, là, on ramasse chez nos clients tous les jours. Là, les gros clients, on va ramasser des vannes chez eux, qu'on recule, ils remplissent, puis on repart. Mais là, on a 1 heure pour un, 1 heure pour l'autre, 1 heure pour l'autre. Puis là, quand tu es en retard, là, le magasin, le centre de distribution n'est pas content là, parce que les disent, mais tu étais supposé être là à 5 heures, il est rendu 5h30, t'es pas arrivé. Nous, on est quand même très. Il faut être là au bon moment. Tout ce qui est retard, c'est pas positif. Là. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton entreprise? Bien là, je dirais que c'est la transition énergétique. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'on est en train de prouver que c'est possible de le faire, qu'il faut le faire, que c'est pas juste un rêve, là. Que ça peut se concrétiser. Puis, tu sais, nous, on le fait à l'échelle de ce qu'on est capable de faire. Puis, donc, on est rendu j'oserais dire qu'on a des 4 coins de la province là, où on a des réseaux verts. On ouvre en Ontario. Fait qu'on est allé on a commencé avec le Québec. Tu sais, toutes les grandes villes, on est capable de se promener autour de la grande ville puis faire de la livraison électrique. Fait que, on est en train de prouver que c'est possible. Puis moi, j'essaie de trouver, tu sais, on en parle beaucoup, on a beaucoup de tribunes pour en parler, puis notre expérience pour venir dire, tu sais, il faut que l'industrie suive. Ce qui va être difficile, là, comme je vous disais tantôt, c'est le tracteur électrique. Puis ça, on travaille avec le gouvernement du Québec, puis une organisation qui s'appelle Propulsion, justement pour que... c'est l'Université Laval qui prend toute l'information, le data qui va sortir de là pour pouvoir le transmettre puis le partager à la communauté, pour être capable de voir, bon, c'est quoi les limites de ça? Qu'est-ce qui se passe quand le camion est tant de charge, quand, il y a tant de vent dehors, quand il y a, combien de temps ça prend pour charger? En tout cas, tout ça va être partagé à l'industrie. Fait que ça, je pense que, tu sais, nous, on veut voir plus grand que notre propre entreprise. Puis je pense que ça, fait que ce qui me rend le plus fier, c'est de justement être en avant du wagon, là. On travaille fort pour ça. Mais ça a été vite, en plus, si j'ai bien compris. 2023, tu débarques avec tes 40 véhicules. On est à peine 1 an plus tard, tu en as 90 sur la route. À quelle vitesse tu vas continuer ça? Bien, nous, on s'est donné comme mandat d'électrifier tout ce qui est électrifiable avant la fin de 2025. Fait que ça, c'était ça qu'on s'était dit quand on a commencé. Ouais. Et je suis pas capable de mettre un chiffre sur ce qui est électrifiable parce que, je n'ai pas la capacité nécessairement d'avoir tous les camions possibles. Et je ne sais pas encore quelles vont être les technologies de déjà dans 1 an qui vont peut-être me permettre d'aller un peu plus loin que maintenant. Parce que, tu sais, nous, on fait quand même des routes qui peuvent être faites dans une journée. Donc, on essaie vraiment d'aller rapidement. Donc, c'est ça notre mandat premier, c'est d'électrifier tout ce qui est électrifiable. Mais maintenant, il y a plein d'autres aspects sur lesquels on veut travailler aussi. Là. Puis là, pour moi, l'électrification de la flotte, c'est déjà plus quelque chose sur lequel moi, je m'attarde personnellement tout de suite. Ça roule, la transition, les opérations font ça, les gens analysent. C'est vraiment, vraiment parfait. On le fait vraiment de façon organisée de plus en plus. Nous, on est déjà en train de se poser la question, qu'est-ce que le consommateur de demain va avoir besoin? Qu'est-ce que notre client de demain va avoir besoin? Fait au-delà de la transition, mais là, on est en train de préparer des rapports GES pour être capable que nos clients puissent transmettre ça à leur conseil d'administration puis dire avec National que vous avez économisé de temps. Ça, c'est déjà prêt aussi. Donc, on essaie d'être déjà demain, qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre changement? Tu sais, qu'est-ce qu'on devra faire? Parce que ça roule. Là. Le camion, là, je vais avoir tout électrifié. Ce ne sera pas si long. Là. C'est juste une question de disponibilité. Oui. Puis c'est sûr que des camions qu'on venait d'acheter, on ne peut pas non plus se dire on va perdre tant d'argent dessus. Il faut continuer à juste qu'on relocalise nos choses, en fait. C'est qu'on se dit, bon, dans les centres-villes, on est capable d'utiliser des camions électriques. Un peu plus loin, on prend un camion qui était là, on l'envoie un peu plus loin. Fait qu'on se promène un peu pour essayer de faire ça pour que ce soit aussi logique. Là, parce que, je veux dire, à un moment donné, je suis une entreprise privée. À la fin de
l'année, je peux pas faire des pertes, là. Il faut qu'on soit rentable. Donc, il faut bien faire les choses, mais le plus rapidement possible aussi, là. Voilà. Le balado s'appelle « Meilleur humain, meilleur monde ». On est vraiment pile là-dedans avec tout ce que tu as parlé par rapport à votre rapprochement à tous les êtres humains chez vous, par rapport aussi à l'électrification de vos véhicules. Vous avez aussi un engagement social dans votre propre fondation. Peux-tu nous en parler un peu? Oui. Écoute, nous, la Fondation Nationex pour l'enfance, on l'a créée en 2013, je pense. Mais c'est vraiment juste parce qu'on a officialisé la Fondation en 2013. Mais mes parents ont toujours travaillé avec la communauté beaucoup. Fait que ça fait 45 ans qu'on fait ça, de s'occuper. Puis essentiellement, ça s'est traduit par des paniers de Noël qu'on a toujours fait. On devait aider à peu près une centaine de familles dans notre territoire, année après année, depuis toujours. Dans le fond, nos équipes, on se retrouve avec 50, 60 personnes sur la route les matins de Noël. Puis on a toujours fait avec beaucoup d'emphase sur l'enfance. C'est-à-dire qu'on arrivait toujours avec des cadeaux pour chacun des enfants, emballés, le Père Noël qui rentrait dans la maison pendant que la nourriture se faisait livrer parce qu'évidemment, on veut nourrir ces gens-là. Donc, on arrivait avec nos paniers de nourriture, mais aussi pendant ce temps-là, le Père Noël, lui, il s'occupait des enfants. On a fait ça vraiment de façon depuis plusieurs années. Donc, ce qu'on est arrivé avec la Fondation, c'est juste de mettre une structure sur quelque chose qui existait déjà. Enfin, je peux pas dire que c'est moi qui a parti. Moi, j'ai parti à la Fondation, mais c'est pas moi qui a parti l'idée. C'est les fondateurs, là, au départ, là, dont un des associés qui avait vraiment le cœur. Il faisait ça vraiment de façon continue. Donc, aujourd'hui, on a encore cet aspect-là. Dans toutes les chambres, tout ce qui a bougé dans les dernières années, là, on accompagne moins de familles, mais on le fait ça de façon plus 360. Ça veut dire qu'on va habiller les enfants pour l'hiver, on va essayer d'accompagner, puis on prend toujours des familles essentiellement monoparentales, avec souvent 3, 4, 5, 6 enfants. Puis là, c'est là qu'on accompagne la famille au complet. Oui, c'est ça, faire une différence. Puis sinon, on donne dans certaines organisations. Mais tu sais, on le fait à l'échelle de ce qu'on est capable de faire. Mais pour nous, c'est vraiment quand même... pour moi, c'est vraiment important là, que ça continue puis qu'on puisse s'y donner. Toujours avoir ce souci-là de s'occuper des gens autour de nous. On le voit dans nos organisations, les gens ont de la difficulté. C'est pas facile. En ce moment, là, c'est sorti dernièrement là, que l'aide alimentaire, beaucoup de monde en demande. Fait, il faut prendre soin de ça. Ouais, essayer de faire notre part. Là. Non, mais félicitations. Et merci de la part de tous les enfants de vous aider. Mais c'est vraiment sympathique. Hein? Et ça... Puis nous, c'est nos employés avec souvent leurs conjoints. C'est très ouvert, là, ceux qui viennent nous aider à faire tout ce processus-là. Mais tu sais, quand tu rentres dans des familles, puis des fois, ils n'ont pas de frigo pour aller mettre ce que tu vas leur amener, là. Tu n'es plus dans le même monde que nous, là. Il y a beaucoup de santé mentale, il y a beaucoup, en tout cas. On se dit, ça nous ramène à quel point on est chanceux, puis que redonner un peu, on devrait tous le faire. J'ai envie de t'amener dans un autre véhicule que je pense pas que tu as dans ta flotte. Si je te parle d'une DeLorean, est-ce que tu vois c'est quoi? C'est le véhicule de Back to the Future. C'est ça que je cherchais. Fait que si on prend la DeLorean de Back to the Future puis on se propulse, disons, 5 ans dans le futur, où est-ce que tu vois l'entreprise Nationex dans ta vision? Moi, mon rêve, là, pour le moment, c'est d'électrifier le Canada. C'est ça mon premier rêve. Et d'aller avoir des pattes ailleurs dans le monde, mais essentiellement pour faire de la livraison de mes clients ailleurs dans le monde. Je vais faire des partenariats avec des entreprises à l'extérieur pour que mes clients, parce qu'on offre déjà l'international via d'autres compagnies de transport. Puis je pense que ça va être ça, ce sera ça, là, puis l'avenir nous le dira, mais ce sera ça le plan pour tout ce qui est croissance extérieure. Mais moi, je vois vraiment le pan canadien fort. Nous, on est plus fort dans l'Est du Canada. Fait que comment on va aller s'implanter dans l'Ouest? Mettons, on dit 5 ans, c'est quand même, si on est capable de couvrir tout ça, ça va être bien. Pour nous, la Colombie-Britannique est notre premier... c'est là qu'on regarde le plus fortement, à part le Québec et l'Ontario, parce qu'au niveau de tout ce qui est développement durable, ils ont une certaine avancée sur les autres provinces entre les deux, mettons.
les autres provinces en plus d'eux, ça risque d'être plus complexe. Ouais. Mais la Colombie-Britannique, Vancouver, ça, c'est quand même un marché qui peut potentiellement être très intéressant. C'est sûr que je ne reviens pas en arrière à faire de la livraison à essence. Pour moi, c'est ça ma mission. Mes cibles d'acquisition, ce sera juste des entreprises qui vont vouloir faire le bien, que ce soit de façon verticale ou horizontale, ce qu'on va venir associer avec Nationex. Ça va être relié de près ou de loin au développement durable. Fait que, là, c'est sûr que on pense à toutes sortes de choses, mais en ce moment, on a des crédits carbone. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la logistique qui sont possibles pour nous de ramener chez Nationex. Fait qu'au niveau du territoire géographique, c'est de la façon dont je le vois. Au niveau des services, je vois augmenter un peu notre gamme de services. Comme je vous disais tantôt, on est spécialisé dans la livraison le lendemain. Mais il y a de la possibilité de faire de la livraison la même journée, la même heure. Il y a plusieurs services potentiels. On est dans une industrie très, très compétitive. Nous, on est, je dirais qu'on est comme le milieu entre les très, très gros joueurs de notre industrie qui vont être ceux que vous connaissez, UPS, FedEx, Purolator, Post Canada, qui sont des grands joueurs. Puis des petits joueurs qui sont nés, entre autres, durant la COVID, parce qu'il y avait de l'appétit pour la livraison de colis. Là, l'appétit a baissé un petit peu. Fait que ces joueurs-là, il en reste encore quelques-uns. Puis nous, on est comme dans le milieu de tout ça, là. Je pense on est, je pense, le plus gros joueur à propriété québécoise dans notre marché à nous. Bon, maintenant, comment on va se situer par rapport à ça? Il faut qu'on reste toujours à même niveau technologique que ceux qui sont plus grands que nous. Pour nous, c'est vraiment important d'être capable de toujours suivre la parade et d'avoir toujours l'aspect, il faut qu'on soit innovant au terme de tout ce qu'on va réfléchir chez nous qui vont se différencier de eux parce que nous, on a l'agilité de bouger super vite. T'sais, nous, là, quand on prend une décision, ça prend pas 56 étages. Les gens, ils viennent me voir dans mon bureau, on fait ça, puis on dit on en parle prochaine réunion de direction, puis c'est approuvé ou pas. Là, on a cette chance-là. Fait, ce qui nous a beaucoup servi durant la transition écologique, justement, parce que quand on décidait d'acheter, d'investir, de ci, de ça, on a pu aller très, très vite. Là. Moi, j'avais négligé, je vous ai dit tantôt, toute l'infrastructure de recharge qui venait avec mes camions. Un mois après qu'on ait reçu nos premiers camions, je pense que l'édifice en avant de chez nous se met en vente. Ils sont en train de cogner. Là. Tout le monde m'appelle chez Nationex. Catherine, ils mettent en vente en avant, ils mettent en vente. Je pense qu'ils n'ont pas fini de mettre en vente, qu'on avait fait une offre. Mais ça a été vraiment le cas. Fait que, tu sais, l'agilité, ça vient avec ça aussi, de dire, OK, s'il n'y avait pas eu ça, mon Dieu, des fois, je me disais, oh mon Dieu, les astres étaient alignés pour nous parce que ça serait vraiment difficile. Puis aujourd'hui, hier, on a dévoilé, on a toute une infrastructure de recherche extraordinaire en avant de notre siège social. Mais ça, c'est un hasard, là. Mais bref, ça pour dire qu'il faut garder ça, ne pas se laisser ancrer, avoir la structure des grands et l'agilité des petits. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Très intéressant. Tu as été conseillère juridique dans l'entreprise ou directrice du département juridique. Puis là, tu es rendue une femme d'affaires accomplie, une entrepreneur. On peut-tu dire qu'il y a eu une piqûre de l'entrepreneuriat à un moment donné? Puis quand est-ce que c'est arrivé, cette découverte-là? Hey, je suis un entrepreneur, moi. Bien, c'est une bonne question. Je pourrais pas dire quand est-ce que ça s'est passé. Je pense que c'est une évolution. J'ai étudié au HEC. J'ai fait mon bac en affaires. Fait que clairement, il y avait un appétit pour tout ce qui tourne autour des affaires. Est-ce que c'était l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat à l'époque? Peut-être que ça aurait été un des deux. Puis peut-être que si la vie m'amenait ailleurs, j'aurais été heureuse à faire autre chose. Mais tu sais, je me posais la question, c'est drôle, je me posais la question cette fin de semaine entre amis, sur qu'est-ce qu'on aurait fait à 25 ans aujourd'hui si on en avait à recommencer. Puis moi, j'aurais juste dit, j'aurais acheté une business plus rapidement. Ça s'est passé quand même au niveau de la famille de cette façon-là, mais c'est ça qui m'anime. C'est transformer quelque chose, bâtir quelque chose, la bâtir avec des équipes, bâtir des équipes, en tout cas. Fait que c'est pour ça que tantôt, je disais, je rêvais pas de livrer des colis quand j'étais petite, mais en fait, je pourrais faire aujourd'hui pas mal n'importe quoi parce que ça m'anime vraiment beaucoup. C'est pas de faire grandir une organisation puis de la rendre c'est pas ça. Moi, c'est faire grandir les gens à l'intérieur de l'organisation, transformer quelque chose, c'est ça qui m'allume. Fait que moi, je pourrais rester sur ça vraiment longtemps. Puis pour moi, ça va mener au succès. Fait que dans tous les cas, ça va nous propulser. Fait que, voilà.
Tu as 4 enfants, si j'ai bien compris? Oui, on a 4 enfants à la maison. Oui, mais là, ils sont plus 13 enfants, 14 à 24 ans. 14 à 24 ans. Si l'un des 4 avait de la graine d'entrepreneur, comme on dit, quel serait un conseil que tu aimerais lui donner en lien avec le fait d'être en affaires et de relier la performance, la croissance avec la responsabilité sociale? Oh, mon Dieu. Ben, je pense que l'un va pas sans l'autre. Là. Puis là, quand on parle de responsabilité sociale, pour moi, je le vois pas juste au niveau philanthropique. Là, je le vois au niveau, pour moi, ce qu'on fait en ce moment, c'est de la responsabilité sociale. Donc, je pense qu'il faut aligner nos valeurs avec ce qu'on va faire comme dans une organisation, peu importe laquelle ce sera, que ce soit en relève d'organisation chez nous ou je vais le dire à mes 4 enfants de toute façon. Je pense qu'il faut aligner nos valeurs avec ça. On va travailler tous les jours de notre vie sur quelque chose. Il faut que ce soit aligné avec ce qu'on a envie de faire. Donc, mon conseil, je dirais que c'est de suivre ça, de suivre son envie. Rêver grand, tu sais, rêver grand. Puis c'est pas monétaire, mon rêve est grand. C'est juste rêver grand. Ça ne veut pas se dire qu'on peut pas atteindre, qu'on peut pas changer les choses. C'est pas vrai. Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai fait la transition, là, ça fait 1 an, puis au début, on avait dit qu'on voulait devenir un modèle de la livraison durable. C'était ça, notre mission. Puis là, quelques temps après, on s'est dit, mais c'est pas ça qu'on est. Soyons audacieux. On veut être le leader de la livraison durable. C'est pas un gros changement, mais dans la mentalité, ça en est un. C'est pas juste qu'on veut être un modèle. On veut pas... On voulait dire, on sera pas les leaders, on va juste suivre un modèle quelconque. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on fait. T'sais. Donc, on est en avant. Ouais, fait que tu sais, rêver un peu plus grand que ce qu'on peut penser à la base. Puis je pense que ça amène à des actions. Puis quand tu partages ce rêve-là, les gens suivent. Puis c'est ça crée un momentum qui est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a un de tes 4 enfants qui, justement, démontre un peu d'entrepreneurship ou qui choisit un peu une branche? Mais ils sont jeunes encore. Ouais. Puis pour moi, c'est sûr que je veux pas mes enfants avant qu'ils aient 30 ans dans l'organisation. Je veux qu'ils puissent faire voler de leurs propres ailes. Je pense que c'est important de bâtir ta confiance quand tu es plus jeune. Bon, puis il y a toutes sortes de modèles au niveau de la relève d'entreprise. Là, il y en a qui les prennent, puis je pense que tous les modèles se valent. Dans mon cas, je pense que d'aller apprendre de l'extérieur. Puis je pense pas qu'il y a un seul modèle de leadership. Je pense que le leadership, ça se développe vraiment, c'est individuel. Je pense que plus on est entouré, plus on développe notre propre modèle parce qu'on voit qu'il y a plusieurs façons différentes. Quand j'ai pris Nationex, moi, je me disais qu'il fallait que je sois comme mon père parce que ça avait fonctionné. C'était pour moi le modèle de réussite d'un entrepreneur. Puis là, quand je déviais de ça, j'étais pas confortable. Puis à un moment donné, plus j'avais des réseaux d'affaires, puis plus je me suis inspirée de l'extérieur, plus j'ai réalisé qu'il y avait toutes sortes de monde. Puis j'avais le droit d'avoir ma propre couleur. Puis bon, je pense que ça l'a mené à mon succès personnel puis à celui de l'organisation. Comme ça l'a mené à son succès personnel et à celui de l'organisation aussi. Puis celui qui va me suivre, il va être probablement complètement différent. Si on demandait aux gens qui t'entourent, c'est quoi ton style de leadership, qu'est-ce que les gens répondraient? Je pense que j'ai un leadership plus mobilisateur. Je suis définitivement pas la meilleure moi, je m'entoure de gens qui sont très bons pour venir faire de la structure dans tout. Moi, je suis une visionnaire. Moi, je rêve. Puis j'amène les équipes avec moi. Je pense que ça, c'est peut-être la force. Puis je m'assure d'être là. Des fois, je dis je suis cheerleader, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est de m'assurer que les gens, ils s'entendent bien, ils fonctionnent ensemble. S'il y a un conflit, il faut que je sois là, faut que j'adresse tout ce qui est... M'assurer que mon ambiance de travail est bonne. Puis à partir de là, les gens travaillent ensemble. Puis quand tu as les bonnes personnes, ça fonctionne bien, je pense. Fait que je pense que ça serait ça. Je suis pas très dans le détail. Je suis pas une fille de détail. C'est pour ça que je dis tantôt, moi, les camions électriques, là, numéro 1, puis on remplace un, puis on remplace... C'est pas dans quoi je suis la meilleure. Tu as dit que tu es la cheerleader. Ça me fait faire une analogie avec le sport. Tu sais, on sait que les grands athlètes ont des petits rituels. Fait que c'est une question anecdotique, OK? On se prend pas au sérieux. Disons que tu t'en vas pour attaquer ta plus grosse journée de l'année. Là. Il y a quelque chose d'important qui se passe dans le business. Tu viens de quitter les 4 enfants le matin, puis ça a brassé dans la maison. C'est quoi ton rituel pour arriver sharp au travail puis faire arriver la journée, là? Hey, ça, c'est une bonne question. Je dirais que, mettons que je l'élargis un peu, mon rituel, je marche beaucoup. J'aime
c'est là que je me vide la tête. Et puis que je reprends contact aussi, je vais marcher avec un de mes enfants ou avec mon mari. Puis là, je me dis, OK, mais on se reprend en compte. Fait que je pense que avoir de l'air pur, ça, c'est une façon de me libérer la tête. Je suis pas là, la fille dans son auto là, qui chante puis qui a besoin de... Honnêtement, j'aime tellement ça, me lever puis m'en aller au bureau, que tu sais, j'ai pas besoin de quelque chose. Puis je suis pas une fille super routinière. Tu sais, des gens qui sont super bons dans... Moi, je suis un peu bric-à-brac, là, puis j'ai pas tant de ce type de rituels-là qui vont faire que je vais avoir de la bonne énergie. Je pense que, tu sais, mon énergie, elle vient juste... quand je suis fatiguée, je le sais, il faut que j'arrête, mettons, une journée, 2, je me retire, parce que je veux pas amener chez Nationex de l'énergie négative, mais en même temps, j'ai aucune difficulté à les dire. Puis, tu sais, quand on commence nos réunions de direction chez nous, on se cote notre façon d'arriver de 1 à 10. J'arrive dans quel état, là? Oui. Pour juste se dire, OK, on est dans quel mindset, puis ça peut être personnel, professionnel, mais on est dans quel mindset. Puis, pour moi, c'est important là, que je cherche un peu l'équipe comment elle va. Puis, moi, j'ai pas de problème à me mettre 3. Si ça va pas, dans ce temps-là, c'est juste que je travaille plus dans mon bureau. Tu sais, je vais être un peu moins, je vais sortir un peu moins, puis je vais essayer de garder ça. On a presque pas de temps, mais tu viens d'ouvrir une parenthèse. On parle souvent de la santé mentale chez les entrepreneurs. Tu sembles être quelqu'un qui a une tendance naturelle à voir les choses de façon positive. Mais est-ce que tu prends beaucoup de vacances? Comment tu gères justement le stress là, qui vient avec tes responsabilités? Oui, la réponse à ça, c'est oui. Je prends beaucoup de vacances. Je prends beaucoup de temps en famille. Je prends mes week-ends. Vraiment, pour moi, c'est très important. Puis ça a toujours fait partie. Là. C'est sûr que, tu sais, j'essaie vraiment d'être... Je manque pas beaucoup d'activités de mes enfants. Là, ils sont rendus plus grands, mais même quand ils étaient petits, le petit spectacle de 5 minutes, là, j'essayais d'être là. Ouais. Fait que pour moi, c'est important. Puis des fois, c'est pas possible. Là, on le sait, on est entrepreneur, puis la vie nous va loin. Puis on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour ça. Là. Je pense que tout le monde qui travaille, tu travailles chez Métro, puis t'es caissière, des fois, tu vas manquer quelque chose. Fait que je pense qu'on n'a pas la légitimité, les entrepreneurs, de se dire que ça nous appartient. Mais la santé mentale des entrepreneurs, c'est tellement important. Tu sais, le taux de suicide est tellement élevé chez les entrepreneurs. Il faut vraiment prendre soin les uns des autres. Puis il ne faut pas avoir peur de dire que ça ne va pas. Tu sais, je pense que, oui, moi, mon énergie est positive en ce moment, mais mon organisation va bien. Tu sais, des fois, l'organisation peut bien aller puis on peut mal aller, mais aussi, quand ça va de moins en moins bien, c'est difficile psychologiquement. Tu sais, il faut être capable de se trouver un réseau pour se soutenir, que ce soit à la maison, au travail ou dans toutes sortes d'organismes. Là. Puis moi, je suis allée chercher beaucoup d'énergie chez d'autres entrepreneurs. Puis tu sais, quand ça allait pas, mais aussi juste pour l'organiser, ma business, aller chercher des trucs, tout ça. Fait ça m'aide vraiment beaucoup. Je pense qu'il faut prendre soin les uns des autres. Je pense que comme société, il faut encourager l'entrepreneuriat parce que surtout au Québec, ça nous fait, tu sais, on en a beaucoup des entrepreneurs. Faut s'encourager entre nous puis se dire, ben quand ça va mal, qui j'appelle, puis sur qui je peux me reposer. Hein. Voilà. Bien, fantastique, vraiment une très, très belle entrevue. Moi, j'ai été vraiment marqué par le moment qui semble être un moment tournant quand tu nous as raconté l'histoire du cancer que tu as eu, qui t'a obligé à te poser une question vraiment qu'est-ce qu'on laisse après, puis tout comment que ça t'a amené à réfléchir à l'électrification de ta flotte, entre autres, réfléchir à ton capital humain, comment rendre le monde heureux chez vous, puis tout l'impact, le grand why, le grand rêve. C'est vraiment ce que je vais retenir de Catherine Pinard. Fait que c'est mon take-away, comme on dirait en bon québécois. Normand? Écoute, un peu la même chose, vraiment, ta propension à rendre les autres heureux, bien dans ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont accomplir, pourquoi ils vont l'accomplir, puis de garder le rêve. Je pense qu'il n'y a pas assez de monde aujourd'hui qui ont des rêves où ils se permettent pas de rêver, ils se permettent pas de se donner l'opportunité de penser qu'on peut aller atteindre ces rêves-là. Des fois, c'est pas nécessairement de l'atteindre, mais c'est juste de penser qu'on peut aller vers ça. Ben, le chemin qu'on va faire pour s'y rendre va être merveilleux. Et puis, donc, de donner cette capacité-là aux gens, c'est tout un don. Bravo, félicitations.
Merci pour l'entrevue. Merci Bien, on de m'avoir espère que. invité. Ben oui, c'est un grand plaisir. Puis on espère de te revoir dans quelques années, puis voir si tous tes rêves sont en train de se matérialiser. Ils vont Puis amener quelque chose, en tout cas. Je ne sais pas s'ils vont être matérialisés, mais ils vont amener quelque chose d'autre. Ouais, exact. Ben merci encore de ton temps. C'était vraiment super de t'avoir avec nous aujourd'hui.